Voilà, nous sommes le vendredi 23 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, mes chers auditeurs, chères auditrices, j'ai un peu de regret de vous annoncer que cette émission sera la toute avant-dernière avant de laisser le micro pour toute la période de l'été. Donc, un petit pincement de cœur, bien sûr, le fait de se détacher de vous pour les 3 mois qui s'annoncent période de vacances, question aussi de réconcilier avec la famille qui a hâte que nous passerons plus de temps avec elle. Alors, dans ce sens-là, l'engagement bénévole n'est pas une chose facile. Les heures ne se comptent plus, ni les jours et les mois. Vous apercevez uniquement que les années défilent rapidement et que les cas se répètent sans cesse. Alors, chaque jour, une nouvelle victime, si ce n'est pas plus, chaque jour, un nouveau combat, chaque jour... Vous disiez, là, je vais gagner encore, et le temps passe et l'espoir se renouvelle. Alors, rien n'est facile quand vous êtes militant, vous tenez tellement à la cause que vous défendez, vous tenez à tout prix, mais il arrive que la réalité vous rattrape, vous amène à réfléchir autrement, la réalité est amère, elle est triste, dégueulasse par moments. Vous voulez tellement venir en aide à des personnes qui se trouvent accidentellement, sans le choisir, coincées dans le filet de l'injustice, coincées par l'abus du pouvoir, par l'abus de la négligence, par l'abus d'être victime, de ne pas être aussi puissant pour se défendre. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous tendez une main solidaire, bien sûr, sans aucune attente, sauf celle d'épargner à la victime le châtiment de l'injustice. Et je le dis sincèrement, en aucun moment, je dis bien en aucun moment, j'avais pensé d'être un jour un militant comme ces milliers qui œuvrent pour la défense des droits de la personne, mais une fois, j'étais victime moi-même d'une injustice, j'ai compris et j'ai bien compris combien militer est une tâche noble dans une société, surtout si vous militez pour dire non à l'injustice. Alors, devenir militant, chères auditrices, chers auditeurs, c'est consacrer une grande partie de votre vie à une cause dans laquelle vous croyez fortement. Et malgré que nous avons compris, je dis bien que malgré que nous avons compris que la justice n'existe pas réellement, même dans ces pays qui affichent faussement comme le Canada, nous le continuerons, je dirais bien, nous le continuerons par contre à croire fermement au combat livré chaque jour par l'homme pour que le vœu de la justice soit exaucé un de ces jours. Alors, si la justice est absente ou presque pour les plus démunis au Québec, c'est parce qu'elle est toujours abandonnée aux mains de ceux qui abusent de leur pouvoir sans trouver quelqu'un qui les affronte. Il est vrai aussi que quand l'autorité fait défaut, le danger devient plus grand qu'on l'imagine et la sécurité publique demeure 2 fois menacée. Dans l'émission de ce matin, je veux vous faire entendre le témoignage de 2 victimes de l'injustice au Québec et à travers, vous voyez bien qu'à travers leur témoignage, vous allez probablement mieux comprendre comment la justice au Québec n'est pas accessible à tous. Vous allez comprendre à travers le témoignage de ce matin comment il est pénible, je dis bien pénible, voire même très pénible, et bien sûr pour monsieur ou madame tout le monde d'accéder à la justice au Québec. Vous allez voir que malgré toute la bonne volonté, malgré la détermination, malgré le courage et la persévérance, le combat de plusieurs tombe dans le vide. Alors les 2 victimes qui sont en face de moi ce matin, je les connais non pas à travers l'injustice qu'ils ont subie, puisque je les ai déjà invités sur ce plateau, mais plutôt à travers les efforts, le temps investi, le sacrifice, les douleurs et leurs tentatives de voir un jour leur agresseur traduit en justice. Vous allez voir qu'ils ont tout fait, mais le blocage est énorme et l'impasse est démesurée. Autrement dit, chères auditrices, chers auditeurs, les agresseurs sont un peu trop gros pour se retrouver facilement dans le filet de la justice. Alors qu'est-ce qui arrive quand tout devient complice pour faire taire les petits de ce monde? Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite de demeurer à l'écoute. Le témoignage de ce matin lève un voile opaque sur l'impasse à la justice au Québec. Qui sont les victimes et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour justice soit rendue? Réfléchissons ensemble et restons solidaires sur ces mots. Je vous laisse avec Jean Ferrat qui va nous chanter à la une et nous reprendrons après quelques instants.
émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune. Alors voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors comme je l'avais cité tout à l'heure, que nous avons deux témoins en face de moi ce matin, et j'aimerais bien, je vous inviterai à écouter attentivement leurs témoignages. Très important pour voir, ce qui est plus important, c'est souligner, je dis bien, l'inaccessibilité, l'impasse à la justice au Québec, et vous allez voir dans leurs témoignages, vous allez à vous juger même à la fin que la justice n'est pas livrée à tout le monde. Alors bonjour monsieur Jean-Charles Desfrane, vous avez déjà passé sur le studio il y avait une année presque. Oui. Et j'aimerais bien juste pour les auditeurs qui connaissent pas votre histoire, j'aimerais bien donner un sommaire pour rappeler votre histoire. Alors le 7 décembre 2012 vers 3h du matin, vous passez à côté de l'hôtel du gouverneur et vous croisez par hasard une connaissance. Alors j'ai dit bien le temps de discuter ensemble, il y avait un taxi qui arrive et qui dépose un client devant la porte de l'hôtel et il y avait une dispute entre le taxieur et le client.
Alors, semble-t-il que le client avait refusé de payer la course. Enfin, le conflit persiste et le portier appelle la police. C'est exact? Oui, on est ça. Alors, vous regardez la scène, vous, avec votre collègue, vous regardez la scène quand une voiture de police arrive, et l'un des deux policiers vous a demandé, parce que la voiture arrive, et l'un des deux policiers, qui se dirige vers nous autres, très impoli, comme... Et il vous demande directement de calisser votre camp. C'est ça ce qui est utilisé, calisser votre camp. Mais vous, malheureusement, vous répondez que vous étiez sur le trottoir et que vous avez le droit de rester autant que vous ne dérangez personne. C'est ça. Mais à ça, vous ajoutez au policier qu'il était appelé pour le chauffeur du taxi et non pas pour les gens qui sont sur le trottoir. Mais malheureusement, cette phrase qui a mis le feu à la poudre. C'est ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est pas trop long. Je me suis ramassé à la terre, j'ai mis un coup de pied dans le visage de lui. Directement. Il vous a jeté par terre? Oui, il m'a jeté à terre. J'ai même pas fini ma parole. Il m'a reviré en envers à terre. Il m'a donné un coup de pied dans le visage. Après ça, moi, j'ai étourdi des rollats. Après, c'est là qu'il m'a pogné le bras, il m'a mis par en arrière. Mais c'est là qu'il a décidé de vous menotter, là. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il vous a dit, vous êtes en état d'arrestation? Non. Alors là, il décide de vous menotter. Mais justement, le problème, chère auditrice, chers auditeurs, en essayant de le faire, de menotter M. Defrane, alors il a tordu le bras gauche d'une manière tellement brutale, je dis tellement brutale, qu'il lui a brisé l'humérus en deux. Imaginez-vous le bras gauche brisé en deux. Alors vous savez, maintenant, le craquement de l'os était tellement violent. Et même, il y avait quelques tendons, si je ne me trompe pas, qui sont été déchirés. Oui, beaucoup, pas rien. Parce que là, c'est... Je veux juste finir avec l'histoire pour parler un petit peu de qu'est-ce qui vous a causé comme problème après. Okay, ouais. Alors une fois vous étiez parce que c'est quand même terrible, il vous a brisé l'os, j'ai bien dit, vous avez brisé l'humérus, et il y avait quelques tendons qui étaient déchirés aussi. Oui, coupé les nerfs. Alors vous avez eu le bras en or, quoi, là. Il était plus fonctionnel, là. Non, pas du tout. Et à ce moment-là, le plus grave, c'est que il essaie de vous... Il vous a réussi quand même de menotter avec même un bras cassé. En plus. J'avais dit, je me suis fait de me casser le bras. Là. Et puis, il vous l'avait dit que, écoute, là, vous venez de me casser le bras, mais il a continué de laisser les menottes, et puis il vous a transporté dans le dos. Je l'ai piché dans le dos, dans le fond. Comme, dans la banquette en arrière de la voiture. Avec l'autre policier, ils m'ont pogné, puis ils m'ont ouvert la porte, puis ils m'ont soulé sur le banc en arrière. Ils m'ont piché garagé coré. J'ai perdu connaissance direct là. Et après ça, c'est... pour vous, c'était plus douloureux. Le douleur le moment extrême, il vous a voulu soulever, là, par le bras qui était cassé en deux. Juste quand il a pogné le bras, il l'a remis en arrière pour mettre les notes. Là, c'est déjà cassé. Là, elle sortait sur le côté de même, sur le côté en haut du bras. Là, tu voyais, là, c'est très bien sorti. Les os sont sortis. Oui. Alors, là, je comprends, là, et vous devrez, chers auditrices, chers auditeurs, comprendre, là, la douleur, là, parce que Jean-Charles Defrane est tombé inconscient. Oui. Il a perdu conscience. Il a perdu conscience dans la voiture. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé, là? Les deux policiers vous ont conduit à l'hôpital? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, est-ce que j'étais quand j'ai pris le policier, je sais pas où j'étais encore, j'étais accouché encore dans l'arrière, avec son pouce, ils ont certaines techniques, pour nous faire mal ou nous réveiller, quelque chose. Ah, ils ont rendu compte que je dormais. Perdu connaissance? Ouais, non, mais ils pensaient que lui, il disait que je dormais. Il disait que tu dormais. Je dormais pas pendant deux, j'avais connaissance. Fait que quand il a réussi à me réveiller avec la mal qu'il me faisait en arrière de l'oreille avec son pouce. Il a essayé de vous réanimer, quoi. Ouais, il fallait ça de même, ça pour faire mal, c'est des prises qui font les autres, là. Pour me réveiller, c'est sûr que ça a réveillé. J'ai sorti de ma connaissance, mais c'est sûr, maman, où j'étais, quand j'ai bien vu, quand ils ont ouvert la porte, ils ont sorti les policiers de leur auto, ils m'ont ouvert la porte en arrière, puis ils m'ont pogné, ils m'ont garagé à terre. Et ils vous ont repris, ils vous ont mis où, là, à l'hôpital ou? Non, ils m'ont ramené à un autre parc, justement. D'où tu peux casser le bras sur Saint-Hubert. Ils vous ont cassé le bras sur Saint-Hubert devant l'hôtel gouverneur? Oui, direct devant l'hôtel gouverneur. Après, quand je me suis réveillé de la conscience, j'étais rendu au Corée Vigée à Montréal, c'est au coin de la Vigée Saint-Hubert. C'est une place que le monde, c'est une place à junkie, comme qu'ils appellent, là, que le monde, ils m'ont abandonné là, comme ça. Ils vous ont laissé dans le parc? Ouais, dans le parc. À 3h30 du matin ou 4h du matin? Oui. Carrément comme ça. Pourtant, ils savent qu'il y a un règlement que le parc, après 11h, il n'y a personne qui a le droit d'accès. Même pas d'accès en plus. Mais quand ils vous ont laissé, est-ce qu'ils savaient, ils se sont rendus compte comme quoi le bras était cassé? Oui, j'ai dit plusieurs fois qu'on était est-ce qu'ils ont constaté que ton bras était détaché, qu'il était suspendu, là, et qu'il n'était pas fonctionnel? Non, mais je disais, quand il m'a enlevé la note, j'ai même pas fait attention. Encore là, la dernière partie de me tourner, mais ça fait très mal. Je vois, je sais, ça fait très, très mal. Monsieur, là, le bras cassé en deux, là, vous me dites qu'il fait mal. Puis Jacques, ton bras qui tient beau, ça fait très, très mal, ça. Puis là, mon petit étiquette, puis j'ai besoin de... Attends, c'est parce que là, je suis un petit peu le fil, parce que je suis un peu perdu, là. Alors là, il vous laisse dans le parc.
et il vous abandonne. Oui, non, de manière. Malgré que vous avez dit, écoutez, là, j'ai besoin, mon bras est cassé en deux. Ça, j'ai dit, oui, exact. c'est sûr que tu vas te poursuivre, seulement, c'est pas grave que ça fait là, j'ai rien fait pourtant, absolument rien. Oui. Pour mériter ça comme ça se fait pas non plus. Là. C'est bien marqué, ces voitures servies et protégées. Hein. Oui, attends, je vais chercher la ticket là, que vous avez reçue, parce que vous avez reçu comme une ticket. Hein? Oui. Alors, il vous laisse dans le parc avec une ticket. Oui. OK. Alors, la ticket qui est devant moi, là, je vous donnerai même le numéro de ticket, 30 41 15 674. Alors, il résume la ticket, il dit que monsieur ayant gêné ou entravé la circulation des piétons et en se tenant immobile sur une voie publique. Et en refusant aussi sans motif valable de circuler à la demande d'un agent de paix. C'est ça? Oui, ben, moi, quand il m'a dit ça, j'ai juste dit, j'ai le droit d'être là. On n'a rien fait. Je parle à un ami qui a une connaissance, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Vous autres êtes venus pour le taxi. En 10 minutes, peut-être fini ma parole, je me suis ramassé à la terre. Puis, tout ce qui s'en est suivi, comme vous avez compris tantôt. Là, déjà, je ne sais plus, là, si je suis, vous me parlez, est-ce que je suis au Soudan, ou je suis je sais pas où je suis, là. Quand j'entends ça, là, j'ai de la difficulté à suivre. Il vous casse le bras. Il vous amène pas à l'hôpital. Non, en plus, j'ai dit, il vous abandonne dans un parc, là, à 4 heures du matin. Il n'y a même pas là, dans le sens, tu peux pas prendre quelqu'un de blessé, de l'emmener et leur demander des noms de place non plus. Et il vous donne un ticket, là, de $146 parce que vous avez gêné l'entrave. Parce que vous avez gêné ou entravé la circulation des piétons. Ouais, c'est ça. Hey God, là, c'est qu'est-ce qu'on a dit comme défaite. C'est ça que, c'est pas croyable quand même. Hein, écoute, là, vous traînez votre bras, vous prenez votre bras, et vous allez où après, là? Vous avez réussi à être debout? Oui, je me suis remis debout, ça a pris un bon bout. Le Saint-Luc est pas loin. L'hôpital Saint-Luc, je suis comme vigile, tu traces le rue, là, tu prends une autre route de billet, Saint-Denis, tu montes, ça prend à peu près 5 minutes, 10 minutes à pied, t'es rendu à Saint-Luc. Vous êtes rendu à l'hôpital? Oui, je suis rendu à l'hôpital Saint-Luc. Juste avant je suis allé passer à la phase de l'hôpital. Dans le billet d'infraction que j'ai devant moi, il est marqué que l'adresse de monsieur Deschamps, son domicile fixe. Est-ce que vous étiez un sans-abri ou quoi? Non, j'ai déjà passé par là, mais je ne suis pas là. Non, j'ai mon adresse, ça se restait sur des courrières quand c'est arrivé, c'est ça. C'est comme ça. Lui, ben nous, il n'a même pas demandé, il n'a rien demandé non plus. Est-ce qu'il vous a demandé votre adresse? Non, je vous ai demandé mon nom, c'est tout. J'ai demandé mon nom et la date de naissance, c'est ça qu'il m'a demandé. Mais à ce moment-là, vous avez eu une adresse? Vous habitez quelque part? Oui, oui, c'est des courrières, c'est la mère de ma fille, c'est mon ex-blonde. Okay. La mère de ma fille, j'étais chez eux à elle en attendant qu'elle me trouve une place qui convient à moi à cause de mon accident. Mais est-ce que vous l'avez dit que monsieur, moi je suis sans-abri? Non, pas du tout, pas du tout. Mais il a mentionné sans-abri. Ouais. Alors, il vous laisse, il vous abandonne, là, vous vous levez, vous avez quand même le courage de se lever et d'aller se rendre à l'hôpital le plus proche, c'était Saint-Luc. Saint-Luc. Alors, vous arrivez à l'urgence. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que j'ai devant moi des rapports de l'urgence de la même date, de 7 décembre, la soirée du 7 décembre, la nuit du 7 décembre. Vous arrivez là-bas, et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quand j'arrive, il y a comme le triage, ils m'ont vu, c'est ça, tout de suite, ils m'ont emmené en arrière tout de suite, ils m'ont vu l'état du bras, mais ils ont pris des studios. Ils ont pris en urgence, rapidement, ils ont tout coupé mon linge. En plus, j'ai perdu mon linge en plus, tout coupé mon linge, c'est ça, il a vu la sortie du bras, non, ça va pas bien, là. Ça déchirait la peau? Ben, ça va déchirer encore, mais il y a pas de sortir un petit peu, t'as pas sorti complet encore, mais tu voyais, là, c'est pas vrai, la peau, ça sortait du doigt, là, c'est rendu là, il passe sa place, là. Il passe sa place pendant doute. Fait que tout de suite, ça, ils m'ont transféré ça à l'hôtel Dieu d'urgence pour l'opération de suite d'urgence, parce qu'en plus, j'avais d'autres affaires à déchirer puis tout. Sans savoir pour faire une hémorragie. Jusqu'à présent, vous êtes handicapé, hein? Oui, ben, ma main est un peu fonctionnelle, mais je peux pas forcer, je peux même pas lever Saint-Lit avec ça comme il faut, même pas du tout. Ouais. J'ai beaucoup de, en plus, c'est ma main, moi, je suis gaucher en plus. Fait que c'est pas, je fais ma meilleure main que je travaillais avec, je suis bougé de métier. Alors, je sais que vous avez passé à l'hôpital, vous avez passé plusieurs opérations. Oui, deux opérations, puis j'en ai d'autres à venir encore. OK. Et je vois votre bras comment il est complètement magané et vos doigts, ils sont pas fonctionnels. Écoutez, qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes venu pour nous voir, hein? Vous êtes venu voir nous voir. Qui vous a demandé de venir nous voir? Ben moi j'ai entendu, j'ai cherché un organisme. Cherché de l'aide, hein? Ouais, cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide parce que j'ai trouvé de MOJ, Mouvement Action Justice. Ouais. Comme pour ça, parce que moi tout seul, j'étais pas capable de rien faire. Moi, j'ai barré pas de partout, mais le poste de police, j'avais une plainte, ça marchait pas, rien qui marchait. J'ai un problème de ce côté-là aussi. Je pouvais pas faire ça tout seul. C'est très, c'est pas faisable contre les autres faire de quoi. Ouais. Fait que là, j'ai venu voir M. Zoutini qui vous demandé moi son aide. Puis depuis ce temps-là, mais écoutez, chers auditeurs, dans ce dossier-là, peut-être je vais juste, avant de passer, voir qu'est-ce que nous avons fait dans ce dossier-là, et vous allez voir, c'est encore terrible, hein. Vous allez voir comment
l'accessibilité à la justice au Québec est très difficile dans ce cas-là. Et je vais essayer de tenter aujourd'hui maintenant de rappeler juste la mère de M. Dufresne pour nous dire, pour témoigner un petit peu, parce que c'est son fils, donc il est resté chez elle après l'accident, après l'événement, l'agression. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Alors, je mettrai mon... Oui, allô? Madame Young? Oui, bonjour. Alors, Madame Young, bonjour. Vous êtes la mère de Jean-Charles Dufresne? Oui, exactement, oui. Écoutez, là, je sais que c'est dur, là. Comment... Je ne veux pas vous parler... Peut-être, il y a deux questions. Hein. La première, je sais que dans ce dossier-là, la SPVM, ils ont fermé le dossier. Ça, c'est un côté, je ne suis pas rendu là. Mais comment vous avez vécu cette agression contre votre fils? Ben nous, c'est arrivé comme par surprise, et aussi le monsieur qui s'occupait du dossier il est venu voir mon fils, et après il a envoyé une lettre disant qu'il n'y avait pas suite à poursuivre, il n'y avait pas matière à poursuivre. Mais quand la personne reste handicapée, parce qu'avant il était sur le marché du travail, maintenant il ne peut pas, et puis l'opération au bras, on ne croyait pas que ça aurait été si long. Mais ça fait un an et demi, et ça ne bouge pas. Lui, il a dit qu'il était là pour la loi, faire... comment dire que la loi, il devait aider les gens. Vous parlez de l'enquêteur qui est venu interroger votre fils pour voir sa version? Oui, le monsieur Dominique Barry. Il était très gentil au téléphone. Ben, ils sont tous gentils comme ça, hein? Il était là pour nous aider, monter un dossier, et après il nous a dit qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Mais quand vous dites que la personne est semi-handicapée, là, il ne peut plus utiliser son bras, sa vie est finie, il a juste 45 ans quand même. Mais vous avez, madame, quand votre fils, vous avez appris cette nouvelle-là, comme quoi votre fils, il n'a rien commis comme crime, hein. Il était debout sur le trottoir. Il passait, c'est un passant. Il a toujours dit la même chose, même les gens, on ne comprend pas que les gens ne peuvent pas aider plus que ça. Parce que lui était là comme, ils lui ont dit de circuler, mais de là à prendre un être humain, à lui tirer le bras et à le tourner, et après à l'abandonner dans un parc, par réfugié. C'est quand même inhumain. Il aurait dû faire un rapport ou quelque chose. Non, mais vous comprenez aussi, madame, que la force utilisée, elle n'était pas juste excessive. C'est une force excessive c'est pas juste excessive, au-delà d'excessive. L'hôpital aussi est opéré le lendemain, dans les heures qui suivent, transféré d'hôpital, opéré, et 2 jours après, réopéré. Et quelques mois après, encore réopéré, parce que le bras, il ne fonctionne plus du tout. Là. Il va rester handicapé comme ça. Il ne va pas s'améliorer. Donc, sa vie... ça ne l'aide pas, c'est décourageant aussi. On espérait toujours que du jour au lendemain, ça va guérir. Mais après un an et demi de physio, là, ils ont atteint un plateau, ils ne peuvent pas. Puis ça ne bouge pas. Lui était là, M. Dominique était très gentil au début, disant qu'il va là pour nous aider. Il est là pour les gens. Et faire valoir ses droits. Mais je veux dire, le dossier n'avance pas parce qu'il n'y a pas matière à poursuivre. C'est un peu décourageant. Je ne sais pas si on pourrait faire d'autres démarches pour aller un peu plus loin. Mais... Vous savez, dans cette bureaucratie, dans le fond, oui. Mais madame, ça vous révolte. Est-ce que vous pensez que c'est une injustice? C'est une injustice, certainement. Il faudrait que quelqu'un prenne le dossier en main, mais nous, on n'a pas les ressources faciles, vous savez. L'injustice, elle n'est pas juste vers l'abus l'abus du pouvoir, hein, cette force excessive qui a finalement, on a pu l'éviter. Mais c'est encore doublement plus pénible quand vous voyez que le système de justice, il fonctionne de cette manière-là. Fermer un dossier comme ça, de ne même pas donner le droit à votre fils d'aller devant la cour, devant un juge pour s'exprimer, pour dire à quel point ça a été injuste. Au moins, s'il a été écouté par un juge, on peut dire... Si on aurait eu d'autres verdicts, c'est différent, mais c'est seulement une personne qui dit que le dossier, il n'y a pas matière à poursuivre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est un policier de la SPVM qui a enquêté dans ce dossier-là, de la SPVM, et le résultat, de toute façon, nous, on savait que ça... Il était gentil, il a dit, on va voir à ça, je vais reviser, on va voir, mais comme je vous dis, la personne qui est en cause, le policier, quand même, n'a pas été entendu, ils ne nous ont pas rencontrés non plus. Il est venu juste voir mon fils, disant, on ne va pas poursuivre là-dedans, ça ne vaut pas la peine. Sa vie est finie quand même avec son bras. Il ne pourra pas travailler du tout. Est-ce que vous avez pris connaissance de dossier, la version de dossier de l'enquête? Est-ce que vous avez pris Oui, j'ai aidé mon fils quand on l'a fait au début, comment ça s'est produit. On a écrit, même on avait été vous voir pour aider parce qu'on n'était pas professionnel pour monter un dossier. Mais tout est bien clair, bien dit. On ne peut pas dire plus et ni moins. Là. Puis on ne va pas changer de version non plus. C'est toujours la même chose. Non, je parle de l'SPVM. Est-ce que vous avez eu une transparence pour comprendre comment l'enquête est déroulée? Non, du tout. Personne, là. On vous envoie une phrase. Nous aurait rencontré, nous aurait appelé, on aurait dit il y a 2-3 personnes dans le dossier. C'est seulement le monsieur avant d'aller plus loin. Et maintenant, il dit que ça ne vaut pas la peine. Nous, on ne lâche pas quand même.
on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre ressource pour aller un peu plus loin. Mais quand vous recevez cette lettre-là, qui est en face de moi, qui vous dit tout simplement que, écoutez, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas matière à poursuivre. Aucune accusation contre le policier. On va essayer de rechercher d'autres informations si on pourrait pas aller un peu plus loin, ou quelqu'un d'autre pourrait nous entendre, nous écouter, que ça serait matière à poursuivre quand même. Écoutez, la personne va rester handicapée tous ces jours. Là. Mais même, parce que même dans la ticket que j'ai devant moi, l'infraction, il n'y a pas, monsieur, il n'a pas agi d'une manière agressive, absolument rien. Et c'était bien. Il n'a pas tempéré, comme il dit, là, de... Non, mais de toute manière, quelqu'un, même un policier, d'après les formations qu'ils ont, eux devraient aider les gens. Vous savez, même si l'agent va répondre ou va l'insulter ou quoi que ce soit, parce qu'elle fait des gros yeux ou des choses, c'est pas une raison d'y arracher le bras, de faire non, mais c'est pas une... Madame, ce n'est même pas le... Ça revient pas en place. Madame Young, ce n'est même pas le cas, parce qu'ici, marqué ayant gêné, entravé à la circulation. Tout simplement. Il était sur le trottoir. Sa version, elle est crédible jusqu'à présent. Oui. Alors, qu'est-ce qui amène un policier à agir de cette manière-là? Il a abandonné dans un parc, parce qu'ils l'ont laissé là, il a perdu connaissance. Si vous voyez le dossier. Tout à fait. Connaissance, s'est réveillé. L'autre, il donnait des coups. Et le confrère du policier a dit, laisse-le, il est assez. Ben oui, il est assez, il a cassé le bras, il est handicapé, là. Ça, c'est dans la version de votre fils. Aujourd'hui, qui est magané comme ça. Oui. Écoutez, Madame Young, je vous remercie pour votre témoignage et passez une excellente journée. J'espère qu'il y aura un suivi dans ce dossier-là. Merci bien. C'est bien gentil. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, juste pour vous informer que dans ce dossier-là, le mouvement Action Justice, nous avons écrit directement, nous avons alerté nous avons directement alerté le ministère de la Sécurité publique et nous avons demandé au départ, nous avons écrit une lettre à la déontologie policière, même si cette institution de bidon, on ne croit pas beaucoup, mais on avait quand même envoyé une lettre à la ministre de la Sécurité publique et on avait envoyé aussi une lettre au directeur de la police de la SPVM pour les aviser de cet incident-là. Pour la Sécurité publique, on a demandé dès le départ on a souhaité désigner dans un autre corps de police que la SPVM. Mais malgré ça, et j'ai des lettres devant moi du ministère de la Justice qu'ils ont refusé sur toute la longueur. Ils ont refusé quelqu'un d'un autre corps de la SPVM il peut enquêter dans ce dossier-là. Pourquoi? Écoutez là. Et je vous lis même et je cite un petit peu dans la lettre qu'on a reçue le 30 juillet 2013. Il dit « Nous comprenons que vous soutenez M. Dufresne dans sa volonté de voir cette enquête menée par un autre corps de police. À cet effet, le ministère de la Sécurité publique ne juge pas opportun de confier cette enquête à un autre corps de police pour le moment. » Mais là, pour le moment, là, celui-là a rencontré un enquêteur dans le dossier, là. Madame, elle dit qu'il est gentil, là. Ça, c'est l'hypocrisie tout pure et dure. Et il reçoit, malheureusement, le 2 mai, dans le début de ce mois-là, il reçoit tout simplement une lettre de la SPVM qui lui dit « Suite à un événement survenu le 7 décembre 2012, vous avez porté plainte pour des voies de fait contre un policier de la service de la police de la ville de Montréal. Et notre dossier fait soumis au bureau du substitut du procureur général du Québec qui, après analyse de celui-ci, ne portera aucune accusation criminelle contre le policier. Ne portera aucune accusation criminelle contre le policier. Signé Costa Labos, inspecteur et chef de la section des enquêtes spécialisées, division des affaires internes. Alors, vous comprenez, il n'y a pas de raison, il ne nous donne aucun motif, il ne nous explique pas pourquoi, absolument rien. Avec 2 mots, 2 phrases, le dossier est clos. Mais le bras de M. Dufresne, il restera handicapé le restant de sa vie. M. Dufresne n'a même pas le droit d'avoir pourquoi cette décision-là, elle était prise alors qu'il a subi l'enfer. C'est en plein ça. Puis l'autre chose que je comprends pas, quand il est venu chez nous, l'enquêteur Boré était avec un autre policier, c'est la même chose. Puis même lui, il m'a même dit à un certain moment, puis il dit, je sais c'est qui t'a fait ça. D'une manière qu'il l'a dit, tu vois que c'est pas la première fois pour lui qu'il fait des affaires comme ça. Ouais. C'est sûr. Puis même l'autre, son associé qui était avec, c'est la même chose. Ça se fait pas, ça. Des affaires comme ça. Puis surtout laisser une personne blessée. En plus, les autres, leur devise, c'est de protéger et de servir. Ils n'ont pas de te laisser là, surtout dans l'état que j'ai été. Ouais. En plus. Et pourtant, chers auditrices, chers auditeurs, la déontologie policière, ça c'est une autre hypocrisie aussi. Il nous envoie une lettre le 9 avril 2013 pour nous dire « Nous avons terminé l'étude de la plainte dans le dossier cité en titre et j'ai décidé, ça c'est Claude Sémard, qui disait que nous avons décidé de tenir une enquête qui a pour objet d'établir s'il y a matière de citation devant le comité de déontologie policière dans cette affaire. » Alors juste pour dire que même analyser, c'est de la paperasse, c'est des oui-dire, c'est absolument
absolument l'accessibilité très, très difficile. Pourquoi? Parce que, monsieur, vous avez entendu que sur le constat d'infraction, il marquait son domicile fixe. Ça veut dire quand quelqu'un est diminué, là, c'est très pénible. Hein, c'est très pénible d'avoir accès à la justice. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur Desfrênes, sur cette situation-là, pour passer à un autre témoignage? Oui, moi, est-ce que j'en reviens pas? Quel sentiment que vous avez là? Vous avez le bras devant moi, vous avez un bras. Une colère très, très en colère. Ça bouille beaucoup en dedans, faut vous dire ça. J'ai scrappé le reste de mon restant de vie que j'avais quand même. Pensez-vous vraiment vous méritez tout ça, là, parce que vous n'avez pas bougé de votre place? Pas du tout. J'ai même pas forcé, j'ai même pas l'injurié à rien. J'ai juste dit que j'avais le droit d'être ici. Je dérangeais personne. Vous avez compris que l'autorité ici au Québec, c'est le Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. C'est Dieu le Père. C'est ça, ils font ce qu'ils veulent. Toi, dans le fond, t'es rien pour les autres, c'est comme dire. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, sur ça, nous allons juste faire une petite pause musicale et puis on va revenir avec un autre dossier encore plus pénible, je dis bien encore plus dur. Le dossier de M. Nido. Restez à l'écoute. Après notre pause musicale, on va revenir avec vous. معمرة بحبابي ونكون غريب بلاندات وغبار قلبي غنيت بخير J'aime toutes les villes un peu plus parues لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est belle ونحبها بالهبال فين نكون ما ننساها ألجي شحال نحبها Dans son sein كبروا يما وبابا De son soleil je ne puis me passer Depuis mon enfance نجري dans ces rues sans me
Voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors nous avons tous entendu les témoignages de monsieur Jean-Charles Desfresnes et je passerai directement avec un autre témoignage d'un autre cas qui parmi les cas que nous avons chez nous dans le bureau. De toute façon, ce n'est pas les... Mais j'ai pris ces deux-là pour voir à quel point on peut facilement constater l'inaccessibilité à la justice au Québec pour les gens diminués, pour les gens qui n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas cette puissance-là. Je sais pas, ce n'est pas juste l'énergie, ce n'est pas la bonne volonté, mais des fois l'accessibilité parce qu'ils sont tout simplement des personnes de monsieur tout le monde et madame tout le monde. Alors bonjour monsieur Nido, Vincent Nido, ce n'est pas la première fois que vous êtes déjà passé ici à la radio. Alors je veux juste rappeler rapidement un petit peu l'événement qui remonte quand même au 16 septembre 2010. Alors vous étiez vous et votre fils et l'ami de votre fils vous avez décidé d'aller dans un Subway sur la rue à Longueuil et pour prendre un sandwich ou pour manger quelque chose. Et devant le comptoir, il y a quelqu'un qui vous sert. Alors vous demandez tout simplement, après vous avoir été servi, vous voulez payer. C'était vous, hein? Vous avez voulu utiliser votre carte. Oui. Et la carte, malheureusement, elle n'a pas passé. Alors, vous avez essayé une fois, deux fois. Est-ce qu'elle n'a pas passé parce que c'était une mauvaise carte ou c'était... Non, parce que le monsieur... parce que la carte, sinon, c'est un système. Mais non, ma carte, elle était faite en façon que je signais avec mon nom pour la transaction. Okay. Mais le monsieur... C'est le vieux système, là. Le vieux système. Il faut signer, là, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai bien spécifié avant de faire l'achat que je voulais signer l'achat avec mon nom. Simplement, oui. Ouais. Enfin, il y avait quand même derrière vous quelques clients, deux clients ou trois clients, et malheureusement, le caissier était un petit peu pressé. Donc, là, il vous demande d'accélérer. Vous avez quand même réussi à passer la carte? La carte a passé? Non, parce que à chaque fois que je lui disais que j'avais pas de numéro de NIP, là, parce que j'en avais pas été à signer une. Oui. Puis avant de faire la transaction, j'ai bien spécifié que je voulais faire la transaction avec ma signature, comme d'habitude. Puis avant d'y aller à cet endroit, j'avais fait plusieurs achats à la pharmacie, à la barre d'essence, un dépanneur, puis j'ai pas eu aucun problème. J'ai toujours réussi à mettre mon griffe dessus, puis faire mes achats avec ma signature. Passer C'est ça. Puis même avant de faire la transaction chez Subway, j'ai bien spécifié que j'ai l'habitude de signer pour mes transactions avec mon nom sur une reçue. Là. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc, vous avez finalement, vous avez payé cash, j'imagine? Mais j'ai réussi à trouver jusqu'à la dernière scène, mais j'ai pas l'habitude de traîner de l'argent dans mes poches quand je peux payer avec une carte de crédit. Alors, vraisemblablement, le monsieur qui était en face de vous, il n'a pas aimé ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui a déclenché le conflit? Il me disait que ça prenait trop de temps. Après la troisième carte de crédit que j'ai essayé de faire la transaction avec, puis ça résultait toujours à le même résultat. Il savait pas comment faire en sorte que je puisse signer. Okay. Fait que finalement, il m'a dit, écoutez, là, on n'a pas toute la journée, là. Puis j'ai dit, mais je vais essayer de trouver de l'argent. J'ai trouvé de l'argent, puis il a dit dans sa voix, là, insulter, là, espèce de dinosaure, là, prendre à vivre dans notre temps, là. Il vous a insulté. Il m'a insulté bien raide. Puis le restaurant était plein de clients. Puis... Ouais. Alors, vous voyez, il vous insulte. Et là, votre fils, qui était âgé de vingtaine d'années... 25 ans, là. Et là, il agit, il dit tout simplement, donnez-moi votre nom. On va faire une plainte contre vous. Ouais. Il demande au caissier, là, donnez-moi votre nom parce que je vais faire une plainte contre vous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, il l'a ignoré. Il a ignoré votre fils qui est intervenu, oui. C'est ça. Puis il l'a demandé plusieurs fois. Et votre fils, il insiste d'avoir le nom de la personne parce qu'il a voulu vraiment aller déposer une plainte contre l'agissement, l'attitude de cette personne-là. Puis en fin de compte, quand le gars il a refusé, il a dit, est-ce que je peux parler avec le propriétaire, le gérant de ce magasin, là. Puis le monsieur en question, il se vire et dit, je suis le propriétaire.
Ah, ok. Finalement, c'était lui le propriétaire. Le propriétaire entier. Et là, il mesure 2 mètres, il m'a dit 1 mètre. En tout cas, c'était un colosse. Un colosse. Mon garçon, il est pas vraiment grand. Il mesure très petit, 5 pieds 6, peut-être 160 livres, 155 Bref, livres. alors là, il se fâche. Maintenant, il devient propriétaire. Mais pendant que mon garçon lui demandait pour son nom, sans regarder à qui que ce soit, en dessous de sa voix, il disait trou de cul. Sans regarder personne en visage. Le propriétaire, oui. Il essayait vraiment de faire en sorte que la personne se sent vraiment insultée, puis soit il part du magasin ou bien il va se fâcher. Mais avant que quoi que ce soit arrive, mon garçon, il a décidé de ne pas partir. Puis sans aucune indication de quoi que ce soit, il lui donne un coup de poing à travers du comptoir. Alors le propriétaire de Subway, il lance un poing en pleine face. En pleine face. Votre fils, il était paf. Ben oui, il est tombé en arrière, il s'est pogné sur un rack de chips là, pour essayer de ne pas tomber complètement à terre. Et l'agression ne s'arrête pas juste là, parce que le propriétaire, il va faire le détour du comptoir. Et là, il court pour continuer l'agression. Ah oui. Et vous avez essayé d'être... Moi, j'ai essayé de me mettre dans son chemin parce que j'ai vu que peut-être il l'aurait vraiment tué ou quelque chose. Oui. Il n'y avait aucune chance de se défendre contre ce monsieur-là. Alors, quand vous êtes mis devant lui, là, il vous a écarté avec un coup de... Oui, il m'a donné un coup de main, puis comme si j'étais un morceau de papier. J'ai jamais vu quelque chose, là, une personne tellement robuste, tellement forte. Mais monsieur Nadeau, là, devant tout le monde, devant tous les spectateurs, devant toutes les clients qui étaient là, le propriétaire de Subway, il prend votre fils et il la tabasse, là, il tabasse comme il faut, là. Oui. Il avait le visage ensanglanté, là. Ah oui, la tête, l'estomac, le dos, le cou, tout le long du comptoir jusqu'à la porte extérieure, il l'a frappé. Finalement, il l'a mis dans un coin entre 2 portes, puis il a continué à le battre jusqu'à temps que... il y a des personnes qui ont appelé la police, là. Ah oui, il y a des personnes qui ont appelé. Il y avait un monsieur avec un jeune enfant. Cher auditeur, et les policiers, il y a des gens qui ont appelé la police parce que l'agression était tellement à son stade plus élevé. Alors, la police qui roulait juste à côté du commerce, ils viennent sur le lieu. Ils arrivent sur le lieu. Alors, quand ils arrivent, qu'est-ce qui est arrivé, monsieur Nadeau? Avant de prendre connaissance de quoi que ce soit, ils s'en vont vers mon fils, puis ils l'ont dit de se tourner de bord, puis ils voulaient le menotter. Ils voulaient le menotter, l'arrêter. Oui. Ouais, ok. Puis là, imagine ça, il est tout plein de sang, il pleut dehors. C'est lui la victime, là. Et la police, il vient absolument directement vers la victime pour le menotter. Puis l'amener en état d'alerte. Et quand ils ont voulu essayer de tenter de le menotter, il y a certains clients qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas lui l'agresseur, c'est ça? Il y avait un client avec son enfant, moi, l'ami de mon fils, et on a dit vous faites quoi là? C'est lui le victime, c'est lui, il a rien fait, il a juste subi une agression terrible. Là, puis, là, le policier il s'arrête là, et là il ne menotte pas là. Il recule un petit peu là. Ben, il recule un petit peu, mais pas beaucoup. Il était encore insistant, mais jusqu'à un certain point. L'autre policière était là, puis elle a fait rien pour essayer de mettre les choses en perspective. Là. Finalement, le policier a dit, mais je vais aller en dedans, je vais visionner les cassettes. Voilà, ça c'est plus important. Donc il y avait une cassette vidéo pour filmer la scène, et le policier a décidé d'aller voir et visionner la cassette. Alors là, il va... Puis il va revenir pour vous voir, pour vous dire est-ce qu'il vous a dit qu'il a visionné la cassette. Oui, il a vu que mon garçon, il s'est pas défendu, il n'a pas été agressif. En fait, c'était vraiment le victime. Puis il a vu l'agression. Et le problème, c'est que malgré qu'il a visionné la cassette, il est venu, il a admis, le policier, comme quoi il avait visionné la cassette. Et malgré ça, il vous a dit... Si vous décidez de poser une plainte, on va être obligé de vous arrêter puis vous amener au poste de police. Voilà. Sans offrir une ambulance pour faire voir à quel point... Non, là, ici, on ne parle pas d'ambulance, on ne parle absolument de rien du tout. Là, monsieur, là, le policier vient directement, écoutez, là, j'ai visionné, j'ai vu tout ça et tout, mais malgré ça, si vous décidez de porter plainte, je suis obligé de vous arrêter, vous amener au poste. Ouais. C'est l'humiliation totale. Ouais. Mais là, entre-temps, si j'ai bien compris, il vous a dit quand même que le propriétaire, il le connaît très bien. Mais il m'a dit ça par après. Oui. Quand j'ai parlé avec lui, 4 jours après l'agression, quand mon garçon a été voir son médecin pour faire des rayons X. Puis Attends, juste avant d'aller 4 jours après, là, sur le lieu de l'événement, là, de l'incident,
il vous a pas appelé. Là, il vous a donné le choix là. Si vous portez plainte, je suis obligé de vous arrêter et de vous conduire au poste de police. Sinon, si vous ne le déposez pas, vous pouvez partir. C'est ça. C'est ça le choix? En effet, oui. Okay. Et vous, pourquoi vous n'avez pas porté de plainte? Parce que vous n'avez pas voulu être arrêté, humilié encore plus, c'est ça? Ben oui, il y avait des témoins là, qui ont donné leur nom, carte d'affaires, puis tout le monde disait... Alors, il y a comme preuve, il y avait des témoins qui ont donné leur carte aux policiers, dans le cas où s'il a besoin d'eux, qui peuvent témoigner. Ouais. Il avait la cassette qui a visionné tout l'événement qui était autour, et qui a visionné quand même la scène. Et malgré tout ça, quasiment, il y avait une sorte d'intimidation. Le policier quasiment vous intimide pour dire, écoutez là, vous ne devrez pas porter plainte, tout simplement. Alors vous partez, vous quittez. Mais vous avez dit, ok, est-ce qu'on peut la porter plus tard? Oui, c'est ça. Il nous a dit qu'on avait jusqu'à 6 mois pour porter plainte. Pour porter plainte, ouais. Alors, vous rentrez chez vous, là, c'était la catastrophe. Est-ce que vous étiez à l'hôpital? Est-ce que vous avez vu un médecin par la suite? En tout cas, après cet incident-là, l'injustice, la peine que mon garçon a subie, là, ouais. il voulait pas se faire voir par personne. Ouais, parce que c'était quand même devant sa copine, hein, c'était l'humiliation totale. Un restaurant et devant tout le monde. Plein de personnes. Monsieur Nido, là, vous rentrez chez vous, et je sais avec quel sentiment vous rentrez chez vous, et vous restez 3 jours ou 4 jours et vous décrochez le téléphone pour appeler pour faire une plainte, vous déposez une plainte. Parce que vous dites oui, là, je devrais, oui. C'est ça? Oui, j'ai parlé avec le policier pour voir s'il a eu le temps de parler avec les témoins, s'il avait saisi la vidéocassette pour qu'on puisse avoir une copie, pour savoir qu'est-ce que c'est. Et ça, vous avez enregistré la communication, hein? Oui. Vous avez enregistré la communication entre vous et le policier impliqué, et le policier vous a dit, oui, j'ai visionné la cassette, blabla, c'était vrai, ça? Oui. Et est-ce qu'il vous a demandé vous pouvez venir déposer porter plainte? Non, il a dit que si je voulais, je pouvais, mais il a conseillé fortement de ne pas faire ça parce que ça aurait engendré des mois et des mois de problèmes avec la cour. Puis, alors, il a tout fait pour vous décourager de ne pas porter plainte. Oui. Ça, c'est un côté. Mais puis pour donner un peu de positif, le propriétaire il était bien au courant, il regrette qu'est-ce qu'il a fait, il s'excuse. Ça, c'est enregistré, ça? Oui, ça, c'est enregistré. Oui. Il s'excuse. Et c'est là qu'il vous a dit qu'il le connaît très bien, le propriétaire. Il est gentil, le propriétaire. Oui, il est gentil. Il a 2-3 autres magasins. Gentil, puis on le connaît très bien. On n'a jamais eu aucun problème avec lui. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous comprenez, chers auditrices, chers auditeurs, des policiers de Longueuil qui mangent, j'imagine, souvent chez le restaurant Subway. Et il devient un ami. Et dans le cas, malheureusement, de M. Nido, alors, comment un policier, il va empêcher des gens d'accéder à la justice. Le droit de porter plainte, simplement. Le droit de porter plainte, simplement. Oui. Encore pire que ça. Vous avez enregistré, et là, il vous a déconseillé même d'aller porter plainte. Oui. Mais vous êtes resté combien de temps pour aller au poste? Vous avez décidé, là, finalement, parce que la situation était tellement catastrophique. Là, votre fils, il est sorti plus de la maison. Ça fait une descente à l'enfer. Et vous avez quand même décidé, il a commencé à consulter un psychologue. Mais on a eu des conseils par des professionnels en disant que si jamais tu fais pas front à l'injustice, au fait que tu vas vivre des conséquences, des séquelles de ça, peut-être le restant de ta vie. C'est le cas. C'est ça. Puis, parce que tu vas te sentir impuissant, tu vas te sentir sans courage. Oui, monsieur Vincent, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, il faut qu'on avance un petit peu, c'est bien. Mais je veux savoir maintenant, monsieur Nido, vous avez à un moment donné, vous avez décidé d'aller au poste de police porter plainte. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et quand vous arrivez au poste de police, vous voulez porter plainte, qui vous a accueilli pour porter plainte? Le même policier. Qui vous a empêché de déposer plainte. Oui. Et là, il vous amène dans une salle. Alors, vous voulez déposer plainte, monsieur? C'est ça ce qu'il a dit? Oui. Tabarouette. Dans un genre d'entrepôt vide de toutes sortes d'air d'une salle d'interrogatoire. C'est comme un entreposage pour des boîtes. C'est bizarre, ça, c'est vraiment étrange. C'est le même policier qui vous a parlé au téléphone. Chaque fois que vous voulez communiquer dans ce dossier-là, c'était toujours le même policier qui va s'impliquer. Oui. Et là, vous avez déposé une plainte.
Et c'est lui qui a rédigé le rapport. Oui. Le rapport était envoyé au procureur de la Couronne, et puis après ça, ils ont dit, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de aucune... Mais d'après ce que j'ai compris, soit il n'a jamais été envoyé au procureur de la Couronne, ou bien ça a été fait dans une façon que ça avait de l'air banal. C'est plein croisé, personne il n'y a rien de décidé. Écoutez, chère autrice, c'est une histoire qui est très longue. On a travaillé beaucoup sur cette histoire-là, et parmi les démarches que nous avons fait, nous, on avait communiqué directement avec le directeur de la police de Longueuil, et on a demandé au départ, parce qu'on a des correspondances avec la police de Longueuil, on a demandé de visionner, parce que c'est comme une preuve, visionner la cassette, visionner les séquences, la cassette de l'événement. Et quand on avait fait la demande, c'était étrange, qu'on a fait les demandes. Alors, il semble que la cassette a été détruite, c'est ça? Non, premièrement, ils ont dit que la vidéo n'était pas fonctionnelle. Puis la troisième fois qu'on a demandé, ils n'avaient pas de cassette sur les lieux. Mais la première fois que j'ai parlé avec eux, ils m'ont tout écrit en détail qu'est-ce qui s'était passé sur la cassette. C'est ça. Et même le policier l'a admis dans 4 jours après, comme quoi, il l'a admis au départ, quand c'était sur le lieu, comme quoi, oui, il est rentré, il a visionné la cassette, il est revenu, oui, je l'ai vu. 4 jours après, il maintient la même version. Oui. Et après ça, dans les lettres que nous avons reçues de la police de Longueuil, comme quoi la cassette, elle n'était pas fonctionnelle. Voilà. Et les cartes des témoins. Le témoin était très, très décidé qu'il voulait absolument être témoin parce qu'il dit, je sais que certaines fois, la justice est niée, là. Prenez ma carte, moi, je vais donner mon nom, puis je vais Il a donné la carte au policier. Oui. Après ça, cette carte-là est disparue, le témoin, il n'existe plus, là. Le policier a dit qu'il a parlé avec le monsieur, puis le monsieur, d'après eux, il n'était plus décidé de témoigner. Il voulait plus. Ça, c'est toujours la version de la police, là. C'est le même policier. Toujours le même policier. Écoutez, dans ce dossier-là, comme j'ai dit, on a fait beaucoup de démarches. On a même été rencontré le directeur de la police de Longueuil, on a demandé, et ils ont voulu, soi-disant par le fait qu'on a voulu intervenir et tout, le mouvement Action Justice voulu intervenir, la police de Longueuil, ils ont essayé de réouvrir, réouvrir. Et c'est qui vous a appelé pour dire que cette seconde tentative, elle était fermée aussi? C'était M. Stéphane Forté, je pense qu'il c'est l'enquêteur, oui. Mais son patron, c'était qui? C'était capitaine Gérard Langlois. Et c'est lui qui il porte le même nom de famille que le policier impliqué aussi. Oui, c'est ça. Et là, il vous dit que le dossier aussi, il restera fermé. Oui. C'est ça? Il m'a téléphoné pour voir si j'étais content avec ce qu'ils ont fait pour moi. Si moi j'étais vraiment satisfait avec leur travail. Satisfait, oui. C'est vrai. Quel travail? J'ai dit quoi? Vous voulez m'insulter en plus de rien faire? Vous voulez que je vous dise que je suis satisfait pour ne rien avoir fait? Alors, chers auditeurs, tout ça, c'était pas encore arrivé. On a demandé, monsieur Vincent Nideau et surtout son fils, c'est là, dans l'état où ils étaient. On a essayé de pousser un peu plus. Alors, on a été, parmi toutes les démarches qu'on a fait, on a été arrivé au fin d'arriver à faire une plainte privée. Alors, déposer une plainte privée, c'est le dernier recours qui nous restait dans ce dossier-là. On a déposé une plainte de recours et effectivement, il y avait la juge Hélène Paré de Palais de la Justice de Longueuil qui a accepté la requête, et elle nous a envoyé une lettre au monsieur Nideau. À la suite, elle parlait, et je cite, à la suite de la dénonciation que vous avez déposée, je vous informe que vous devrez vous présenter au Palais de la Justice de Longueuil pour les fins d'une pré-enquête le 19 septembre 2013 à la salle 1.12. Alors, ils disent aussi par ailleurs, si vous avez l'intention de faire entendre des témoins en relation avec l'allégation, il vous appartient de vous assurer qu'ils seront présents. Alors ça, c'est la lettre qu'il a reçue, ça veut dire, mais étrange, nous on a été tout contents, finalement ça va aboutir à quelque chose, les démarches que nous avons fait, mais une journée avant la tenue de cette audience, qui était déjà décidée, il reçoit monsieur Nideau, vous recevez quoi? Je reçois un appel par le procureur adjoint, chef. Oui, procureur-chef adjoint de poursuite criminelle et pénale, monsieur Benoît Maurier. Oui, il m'appelle pour me dire que lui, il a décidé de mettre fin à cette... Et je lis, voilà, la présente est pour vous aviser que le directeur des poursuites criminelles et pénales va déposer au greffe criminel du Palais de la Justice de Longueuil une ordonnance d'arrêt de procédure, conformément à l'article 579. Voilà, juste ça, pas plus que ça. Alors, on va mettre 579
1979. Alors moi, sur le coup, j'appelle la juge, Madame Hélène Paré, et j'étais étonné. Et je vous dis sincèrement, la juge, j'ai rien à le reprocher parce qu'elle disait, elle comprenait pas qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là. La juge Paré, elle disait, je ne comprends pas. Alors voilà, tout ça, elle comprend pas. Et ça a été quelque chose qui vient, un coup qui vient de haut. On n'a jamais compris. Alors on n'a pas, même à ça, on n'a pas arrêté. On a même continué au-delà de ça. On a appelé, par l'occasion, j'aimerais bien rendre hommage à l'ancien ministre de la Justice, M. Marc Bellemare, qui est vraiment, je dis bien, qui a tenté de nous aider aussi. Hein. Et malheureusement, jusque ça, j'ai même son aide, c'est de bon foi qui a voulu nous aider et tout, et ça n'a pas abouti là. Alors juste pour vous dire là, c'est pénible, hein, c'est très très pénible. Là, on va essayer de faire aussi un appel à la Cour supérieure pour voir au moins, je dis bien, au moins, M. Nido et son fils qui étaient agressés par ce propriétaire et surtout le travail de la police. Tout ce qu'il a souhaité, M. Nido, c'est d'être entendu par un juge. Vous savez, quand un citoyen demande juste d'être entendu par un juge, et on enlève ce droit-là, quel est le sentiment que vous avez, M. Nido, aujourd'hui, là? Je sais qu'on peut parler pendant des heures et des heures dans votre dossier parce que j'ai devant moi une montagne de papier. Quel est le sentiment que vous avez? Moi, votre dossier, je vous dis sincèrement, là, quand je pense, ça me soulève le cœur. Moi, en tout cas, je ne sais pas quoi penser parce que c'est tellement décourageant. S'il y aurait eu peut-être un miracle à faire, même ça, je pense que ça n'aurait rien fait. Il y a tellement de collusion, tellement d'injustice. Est-ce que vous avez perdu totalement confiance en la justice? 100%. 100%. Moi, quand je vois un policier, j'ai comme des soudeurs. Juste le penser que cette personne-là, c'est pas la position qu'elle représente, c'est la personne dans cet uniforme qui peut tout rendre la vie comme écoutez, monsieur Vincent Nido, j'ai le cœur, hein, je vous le dis sincèrement, là, j'ai le cœur brisé en deux quand j'entends ça. Et c'est pas juste vous, c'est pas juste monsieur Defrane, c'est d'autres dossiers que nous avons. Il a détruit la vie d'un individu qui est... Écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, malheureusement, c'est vraiment la fin de cette émission. Tout ce que je peux vous dire, j'aimerais bien remercier monsieur Jean-Charles Defrane et monsieur Vincent Nido, aussi madame Young pour leur témoignage. J'aimerais remercier aussi notre technicien de son, Migaël. Et j'aimerais bien aussi remercier Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Alors la semaine prochaine, mes collègues à la défense des droits de l'enfance et de la famille seront parmi vous et je tenterai d'être présent. Sinon, n'oublie jamais que dénoncer l'injustice et l'abus du pouvoir est un devoir, notre devoir de citoyen. Sur ça, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la prochaine. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Un foyer de découverte musicale et multiculturelle, une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs. Nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Contribuer au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, 102,3 FM, un monde différent. Ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à écouter mon émission qui s'intitule Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h. Je vais parler de plantes, de fleurs, de plantes tropicales, exotiques, etc. Et bien entendu, avec un petit concours pour gagner des billets offerts par le Jardin botanique de Montréal. Donc je vous y attends tous les mardis de 13h à 14h.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.